Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous aborderons le sujet de l'investissement en forêt. Nous ferons le point en ce début d'année 2024 avec Jonathan Diver, fondateur de meilleurscpi.com, mais aussi de meilleurgf.com pour groupement forestier. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui sera lui consacré à la culture financière des Français ou à la nécessité de faire de la pédagogie financière. Comment améliorer la culture financière des Français? Une question que nous poserons à Philippe Bruno, président du Cercle des fiscalistes, mais aussi à Éric Pinon, président d'honneur de l'AFG. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous ferons le point avec Caroline Delangle, responsable Cross Asset Solutions au sein de Fédéral Finance Gestion, sur les solutions d'investissement dans ce contexte actuel, avec un focus notamment sur les produits structurés et l'angle notamment extra-financier, l'angle ESG sur les produits structurés. On se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, un focus sur l'investissement dans les forêts, alors via évidemment des sociétés de gestion qui investissent elles-mêmes dans des forêts, ce qu'on appelle des groupements forestiers. Aujourd'hui, on en parle avec Jonathan Diver. Bonjour Jonathan Diver. Bonjour Nicolas. Fondateur de meilleurscpi.com, mais aussi de meilleurgf.com. Peut-être une question large pour commencer. La forêt, alors c'est une option fiscalement intéressante, mais de manière d'un point de vue investissement, c'est aussi un investissement qui peut être intéressant en ce début d'année 2024 ? On vient de la forêt, l'être humain vient de la forêt. Quand on se balade en forêt, on a beaucoup de plaisir, toutes et tous. C'est un outil de diversification du patrimoine. D'accord. On est vraiment clairement dans la diversification du patrimoine. On est sur un actif dont le sous-jacent est très clairement identifié. Je crois que vous allez parler un peu de la culture financière dans quelques temps. Bien sûr. Oui. Se savoir dans quoi on investit, c'est important. On participe à la captation carbone. Les forêts captent du carbone. Elles participent également à la biodiversité. Elles soutiennent l'économie locale. Alors, c'est un chiffre que je trouve complètement, je vais utiliser ce terme-là, hallucinant. D'accord. 395 000 emplois au cœur des régions. C'est de l'emploi non délocalisable. 395 000 emplois, c'est presque 2 fois l'industrie automobile. En lien avec la forêt. En lien avec l'industrie. La forêt française. La filière bois française. D'accord, la filière bois française. D'accord. Donc vous voyez que et il y a 100 000 emplois pour voir. Donc s'il y a des jeunes qui ont envie de chercher du boulot, il y a du boulot. Voilà, il y a du boulot. Il y a du boulot dans ce secteur. Donc quand on investit dans la forêt, vous voyez qu'on investit, avant de parler de l'aspect fiscal, qui est l'aspect dont j'allais dire qui est la cerise sur le gâteau, on investit vraiment dans un sous-jacent qui a une réalité très forte, alors même si on a quelques risques, le risque de valeur, le risque, j'allais dire naturel, les tempêtes, les incendies, les insectes, etc. Voilà. Donc là, on est sur le sujet de pourquoi, en tant qu'épargnant, je vais vers un investissement comme celui-là, en lien avec ce que je peux rechercher au sein d'un investissement au niveau des valeurs. En termes d'investissement purement financier, ça se passe comment concrètement, Jonathan Diver ? Alors, on va dire, il y a plusieurs façons d'investir. Il y a certaines plateformes qui vous proposent d'acheter un arbre. D'accord. La plateforme typiquement Ecotree, elle vous permet de vous acheter juste un arbre. Et puis après, plus on va avoir un budget important, plus on va aller de l'arbre à quelques arbres à la forêt entière. D'accord. Au bois puis à la forêt. Voilà, au bois, exactement, au bois plus la forêt. Alors. Moi, concrètement, je conseille les clients d'investir dans des groupements forestiers d'investissement parce que finalement, c'est accessible à partir de 1 000 €. Groupements forestiers d'investissement, c'est des sociétés de gestion, mais dédiées à la forêt, comme on a des SCPI sur l'immobilier ou des fonds sur les marchés cotés. Exactement, c'est un fonds forestier non coté qui est géré par une société de gestion agréée par l'autorité des marchés financiers. D'accord. Donc, on a un cadre réglementaire qui est très strict, qui permet à l'épargnant qui souhaitent investir en forêt, de pouvoir investir dans un cadre réglementaire. On n'est pas dans le groupement forestier Friends and Family, où en gros on va être plusieurs copains à acheter une forêt. Non, là c'est un fonds forestier qui est géré par une société de gestion agréée par l'autorité des marchés financiers. Et ce qui est intéressant avec ces groupements forestiers, c'est qu'ils sont accessibles à partir de 1 000 € d'investissement. Donc vous voyez que c'est accessible dans son patrimoine. Ça permet de mettre une touche verte
dans son patrimoine. Nous, notre recommandation au sein de meilleurjf.com, c'est qu'il faut atteindre, si on est capable de prendre un potentiel risque, etc., il faut atteindre, 5 à 10% maximum de son investissement dans les groupements forestiers. D'accord. Progressivement. Donc, vous faites le calcul, vous avez un patrimoine de 500 000, vous allez pouvoir, en vitesse de croisière, avoir 25 000 dedans. Mais vous allez pouvoir vous le constituer progressivement. On n'est pas obligé d'investir les 25 000 d'un coup. Et si on a plus de patrimoine, là, on peut aller sur la forêt dédiée. Mais une forêt dédiée, si vous mettez 500 000 euros dans une forêt, vous allez avoir une forêt d'une 50aine d'hectares, mais elle sera dans une seule localisation, avec généralement une ou deux essences, avec un type de sylviculture. Là où quand vous investissez dans un groupement forestier, tout de suite, vous éclatez votre risque en termes de diversification, en termes d'essence, en termes de type de sylviculture, et vous voyez que vous êtes quelque part beaucoup plus fort sur votre patrimoine. Vous avez parlé effectivement de différents types d'essences, donc différents types d'espèces d'arbres au sein d'une forêt. Comment on construit le rendement? Parce qu'effectivement, quand on fait un investissement, on se pose la question du rendement, même si sur les forêts, c'est peut-être pas forcément la première raison pour laquelle on y va, mais comment on construit le rendement d'un investissement comme celui-là? Alors, assez basiquement, qu'est-ce qui permet de construire le rendement de la forêt? Parce que c'est important de le comprendre. On va dire qu'il y a 3 vecteurs, historiquement. Mais vous allez voir qu'il y a des vecteurs supplémentaires qui vont arriver. Le premier, c'est la coupe d'arbres. D'accord. C'est très important d'avoir en tête qu'en France, nous sommes dans un solde positif en termes de régénération. C'est-à-dire qu'on coupe moins d'arbres que la régénération naturelle qu'il existe en France. D'accord. Donc, quand on coupe des arbres, on le fait généralement avec des coupes, qui sont précises. On ne fait pas des coupes localisées, on ne fait pas des coupes rases. Les coupes rases, elles n'arrivent que quand il y a des problèmes de type scolite, donc des problèmes finalement d'insectes qui font du mal finalement aux arbres. Donc on est vraiment dans des coupes précises où on coupe tel arbre, tel arbre, tel arbre, qui permet finalement de laisser de la lumière passer pour les autres arbres environnants et qui vont permettre de grandir. Et donc ces coupes d'arbres vont permettre de générer de la valeur d'un point de vue financier, parce que ces billots de bois, on va les envoyer dans des scieries. Ces scieries, ils vont en faire du parquet, ils vont en faire une ribambelle finalement de produits finis qui ont de la valeur. Donc ça, c'est la première façon de gagner de l'argent. Une autre façon de gagner de l'argent, c'est qu'il y a un peu des droits de chasse. Une forêt, pour qu'elle soit bien, utilisée, il ne faut pas qu'il y ait trop de gibier. Donc vous allez vendre un droit de chasse à des chasseurs. Dernier levier, c'est la trésorerie. Vous avez de la trésorerie, cette trésorerie, vous la placez. Mais je vous ai parlé de 2 leviers supplémentaires. Oui, bien sûr. Oui. Les 2 leviers supplémentaires qui, pour moi, sont la clé de la raison d'investir dans un groupement forestier. Premier levier, tout simplement, c'est la captation carbone. J'achète une forêt. Sur 100% de ma forêt, il y a peut-être 25% qui ne sont non boisés. Si je décide de planter des arbres sur cette partie non boisée, je vais capter du carbone supplémentaire. Ce carbone supplémentaire, je vais pouvoir le vendre à des entreprises qui vont faire ce qu'on appelle, désolé du jargonnage, de la compensation carbone volontaire. Bien sûr, d'accord. Et ça, on peut le faire avec une forêt. Oui. On peut le faire avec une forêt. Je suis une entreprise, j'émets du CO2, je peux faire en sorte de compenser mes émissions de CO2. Premier levier. Et dernier levier, oui. Dernier levier, désolé, je pourrais en parler pendant des jours. Dernier levier, c'est la biodiversité. La forêt abrite 80% de la biodiversité terrestre. Quand vous construisez une route, vous comprenez que votre route, elle va abîmer la biodiversité. Et là, on voit ce qui se passe avec l'autoroute dans le sud. Donc, si vous compensez la destruction de biodiversité par la création de biodiversité que vous arrivez à mesurer dans une forêt, il y aura un crédit biodiversité. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, la forêt, je vous ai, depuis quelques minutes, à aucun moment parlé de réduction fiscale. Et malheureusement, on n'aura pas le temps d'en parler, mais c'est quand même le sujet qui est le plus souvent mis en avant sur la forêt. Donc c'était bien d'avoir cet angle un petit peu différent, Jonathan Diver, pour parler de l'investissement en forêt ou en tout cas en groupement forestier. Merci beaucoup, Jonathan Diver, fondateur de meilleurscpi.com et meilleurgf.com, de nous avoir accompagnés dans l'émission Smart Patrimoine. Et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, avec un sujet que nous traitons régulièrement dans l'émission. Comment améliorer la culture financière des Français? Comment amener toujours plus de pédagogie financière? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau donc, de Smart Patrimoine Philippe Bruneau. Tout d'abord, bonjour Philippe Bruneau. Bonjour Nicolas. Président du Cercle des Fiscalistes. Et nous avons le plaisir d'accueillir également à vos côtés Éric Pinon. Bonjour Éric Pinon. Bonjour. Président d'honneur de l'AFG, en charge notamment des sujets pédagogie financière au sein de l'AFG.
toujours. Alors si on se pose la question aujourd'hui, c'est qu'il y a ce constat, messieurs, que les Français n'ont toujours pas atteint peut-être le niveau de culture financière suffisant pour réaliser des placements, des investissements de la manière la plus éclairée possible. Peut-être Philippe Bruno pour commencer. La première chose qu'il faut dire, c'est que l'illettrisme financier se surajoute à l'illettrisme tout court. Il y a en France un illettrisme qui est comptabilisé par l'INSEE à peu près 2,5 millions de personnes, ce qui n'est pas rien. Et bien évidemment, ces gens-là souffrent d'illettrisme financier par définition. Mais en plus, on se surajoute à cela l'illettrisme financier. L'illettrisme tout court, c'est ne pas maîtriser les règles, les mécanismes de lecture, d'écriture et de calcul. Bien sûr. L'illettrisme financier, c'est à l'étage au-dessus, si vous me permettez l'expression, c'est le fait de ne pas maîtriser des concepts de gestion de budget, première chose, les ressources, les flux, c'est-à-dire l'argent qui rentre et l'argent qui sort de votre compte, et d'autre part, de ne pas connaître les mécanismes d'épargne financière. Donc on est déjà sur un étage, là où on traite du stock cette fois-ci, du patrimoine. Donc voilà pour l'état des lieux. Combien de personnes sont concernées par cela? Je ne sais pas. Donc l'illettrisme, c'est 2,5 millions. L'illettrisme financier, c'est beaucoup plus. C'est pas forcément un problème d'ailleurs intellectuel ou culturel. Vous avez des gens qui peuvent avoir des résistances, ne serait-ce que par rapport avec les chiffres, et qui peuvent ne pas être à l'aise. Et ça concerne énormément de monde, bien évidemment. Quand on dit que ça va jusqu'à l'épargne financière, on parle de placement et d'investissement à ce niveau-là ou pas encore? Bien sûr, parce que là on parle de stock. Oui. La maîtrise du budget sont les flux. Combien je gagne et combien je dois dépenser, gérer ses dépenses et créer une adéquation entre ses dépenses et ses revenus. L'épargne financière, c'est autre chose. Là, on parle du stock, c'est comment optimiser au mieux ses revenus et son épargne. Éric Pinon, si le sujet est géré au sein de l'AFG, c'est que l'AFG a fait ce constat aussi, peut-être qu'il y avait besoin d'amener toujours plus de connaissances financières vis-à-vis d'un certain nombre d'épargnants? Oui, comme ça vient d'être dit, il y a la partie gestion des budgets, donc le flux, et la partie des stocks. Nous, on s'est beaucoup occupé, par exemple, au moment de la loi Pacte, avec la mise en place de ce qu'on appelle le PER, donc le plan d'épargne retraite, de la notion du financement long terme, de la capacité aux gens de comprendre que la vie est plus longue, malheureusement parfois la fin de vie est compliquée et coûteuse, mais s'ils ne se préoccupent pas de leurs moyens, ils auront un vrai problème. Alors, donc préparer sa retraite. Oui. Accepter l'idée que je prépare ma retraite moi-même. Mais comme je dis en boutade, une partie des gens, la génération qui est en train de nous quitter, j'allais dire celle de mes parents qui ont 90 ans, effectivement, on leur a dit, dans l'ordre d'entrée en scène, l'éducation, la santé et la retraite, ne vous en occupez pas, l'État s'en occupera. On a compris que malheureusement, l'État n'avait plus d'argent, ou du moins plus suffisamment d'argent. Et donc, pour revenir à la question, et nous, on s'y intéresse. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une mauvaise éducation financière, comme ça vient de très bien être dit, qui vient d'une mauvaise analyse de la vie, une mauvaise analyse des sujets, et que très souvent, ou trop souvent par exemple, et je travaille beaucoup avec l'AMF en particulier là-dessus, sur ces problèmes d'arnaque, sur ces problèmes de rêve tout haut, on est en train de faire des émissions, on en reparlera peut-être, pour éviter que certains, même des gens bien informés, les professions libérales de santé par exemple, qui finissent par se soucier de la fiscalité avant de se soucier du placement réel, nous on a dit il faut qu'on arrête ça. Pourquoi ? Parce que voir des gens placer énormément d'argent depuis 2 ans sur les livrets A à 3% alors que l'inflation est à 5%, ça veut dire qu'ils ont une spoliation de leur épargne de stock, pour revenir à ce qui a très bien été dit, de 2% par an. Donc nous, on voudrait qu'ils comprennent que l'investissement long terme, que la prise en considération long terme, que la jeune génération que vous représentez, par rapport à nous, si je peux dire ça, en tous les cas par rapport à moi, c'est effectivement, attention, ne démarrons pas trop tard, parce que sinon, il va nous manquer quelque chose à la sortie. Philippe Bruno, ce qui est intéressant dans ce que dit Éric Pinon, c'est que les réflexes sur le sujet investissement ne sont pas forcément les bons. C'est-à-dire, le premier réflexe, ça va être la fiscalité, ou ça va être la spéculation, la volonté de gagner beaucoup d'argent, et peut-être le fait d'aller dans des arnaques, ou en tout cas d'aller dans quelque chose de tellement sûr qu'on va perdre de l'argent par rapport à l'inflation. Donc c'est une mauvaise compréhension globale du mécanisme d'investissement et de création de valeur sur des sujets placement ou investissement. Tout à fait. Et là, si je prends ma casquette de président de cercle des fiscalistes, il est évident que beaucoup d'investisseurs, comme ça vient d'être dit, ont tendance à analyser, à avoir une appréhension d'un placement
d'abord par le prisme fiscal avant d'avoir un approche sur le prisme financier. Ce qui est toujours le mauvais réflexe, on l'entend souvent quand même. On entend souvent que c'est le mauvais réflexe à avoir. On doit d'abord commencer à raisonner sur la rentabilité brute, puis ensuite sur la rentabilité nette, la différence entre les deux, et dans la fiscalité. Mais il faut d'abord voir quelle rentabilité brute peut être générée par un placement avant, bien évidemment, de voir son exposition à l'impôt. Sinon, on marche bien sûr, sur la tête. Oui. Sachant qu'il y a, pardon, je me permets de vous rajouter un petit point, c'est qu'il y a souvent, je critique personne, mais je fais des constats, un partage de cette défiscalisation qui est plutôt au profit du défiscalisateur que du défiscalisé. D'accord. C'est très important. Non, mais il faut dire les choses. Bien sûr. Et c'est bien pour ça qu'on se préoccupe de ces sujets-là. Mais vous savez, il y a un chiffre qui m'a fait bondir. C'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, je me suis intéressé de loin. Je suis beaucoup investi que M. Pinon dans cette affaire, mais sur les problématiques d'illettrisme financier, j'ai un chiffre qui m'a fait bondir, c'est que si vous prenez la décennie 2010, donc juste après la crise, et que vous comparez la performance des actifs financiers des épargnants qui ont plus ou moins 1 million d'euros, la différence est abyssale. D'accord. Si vous prenez ceux qui ont plus d'1 million d'euros, dont on peut subodorer qu'ils sont suivis, conseillés plus ou moins bien. En tout cas, ils sont conseillés. La performance moyenne sur 10 ans déflatée est de 69%. Donc à peu près 7% par an. Si vous prenez dans les banques, les analyses qui ont été faites dans les banques retail, sur les personnes qui ont moins d'1 million d'euros, vous arrivez à -6 sur la même période. 2010-2020, vous êtes à -6 en tenant compte de l'inflation. Pourquoi ? Tout simplement parce que durant cette période de taux extrêmement bas et où il y avait encore une légère inflation, les gens se plaçaient en livret A et donc ils avaient, eux, une rentabilité nette qui était négative sur une décennie. Et là, on arrive sur un sujet très important de ce qui vient d'être dit et ce qu'on constate, je confirme les chiffres qui viennent d'être évoqués, c'est que les gens riches, on va dire qu'1 million d'euros, c'est quand même des gens riches. Oui, bien sûr. On est dans une situation où ils ont la chance d'avoir deux choses. Peut-être le conseil. Nous avons fait une étude, d'ailleurs, l'AFG s'est beaucoup impliqué versus les projets de la Commission européenne sur ce qu'on appelle la RIS, le Retail Investment Strategy ou Value for Money, qui est poussé par la commissaire européenne, Madame McGuinness, et qu'on essaye de corriger en disant, attention, si vous faites trop de sélection, vous allez priver la clientèle moyenne gamme, voire petit épargnant, de conseils. Et l'autre point important qu'il faut qu'on sait bien, tous les deux, pour l'avoir fait en banquier ou en gérant que nous sommes, c'est la durée d'investissement. Beaucoup de gens ont des visions trop courtes. Et comme ils ont des visions trop courtes, ils font des placements liquides, disponibles, mais ils oublient, et les chiffres qui viennent d'être évoqués sont un triste constat, c'est que si vous avez du temps, les à-coups, et Dieu sait qu'il y en a des à-coups, peuvent être effectivement plus facilement supportés. Bien et sûr, à la sortie, vous sortez un +7, là où si vous faites trop court terme... Mais là, on touche presque un sujet d'égalité entre différents types de patrimoine. Est-ce que ça peut se régler, par exemple, je ne sais pas moi, avec des cours à l'école, avec des stages Nicolas, c'est exactement ce qu'on fait. C'est exactement le projet de l'État français et de la Banque de France en particulier, avec un projet qui s'appelle EducFi, sur lequel le ministère des Finances, le ministère de l'Éducation et le ministère des Solidarités se rendent compte de ces écarts qui viennent d'être évoqués, qui sont très important à rappeler. Et nous travaillons tous, la FGI travaille. Moi-même, je fais par exemple depuis 3 ans des réunions avec ce qu'on appelle le SNU, le service national universel, que M. Attal avait mis en place, ce que je ne savais pas d'ailleurs, mais qui veulent universaliser. Et on y passe des heures à expliquer aux jeunes, 16 à 20 ans, qu'ils vont devoir épargner versus le flux, là on parlait tout à l'heure, et que quand ils auront épargné, qu'ils fassent très attention à la notion de la gestion du stock. Et pour revenir à l'égalitaire, moi je suis très frappé, je l'ai déjà dit ici, je crois Nicolas, que des gens viennent pleurer sur les performances d'LVMH, sur les coupons du CAC 40, alors qu'ils n'en ont pas. C'est pas parce que les entreprises gagnent de l'argent qu'il faut critiquer les entreprises. Il faut se dire, pourquoi moi j'ai pas du LVMH ? Si les gens faisaient du LVMH, ils auraient la même performance au prorata de leur détention d'LVMH que Bernard Arnault. Apprendre à gérer son budget et apprendre effectivement à peut-être acquérir le réflexe d'aller faire des investissements également, quoi. Ce sont en fait deux problématiques différentes qui, selon moi, doivent être gérées par des interlocuteurs un peu différents. La problématique budgétaire, qui est à prendre sur les flux, qui est d'apprendre à gérer des budgets, ça, je dirais que... moi, à mon époque, on avait des cours d'instruction civique, je crois. D'accord. Et on nous apprenait ça, donc dans les années tout début 70, on va dire. On nous apprenait ça. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, et je crains que non.
On apprenait dans les cours d'instruction civique à gérer un budget. On vous apprenait ce que c'était qu'une constitution, etc. Mais il y avait aussi quelques éléments de calcul, d'accord, ce que c'était le budget d'un ménage. Mais le premier conseil du budget, le premier conseil du budget, c'est dépense moins que tu gagnes. Oui, bien sûr. On le dit pas. Et ça, c'était dans les cours. On savait faire la différence entre les entrées et les ressources. Ensuite, en ce qui concerne l'épargne financière, donc je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Donc le premier, ça relève donc de l'éducation nationale, pour faire simple, le ministère de l'Éducation nationale. Pour les bases. Pour les bases. En ce qui concerne la gestion des stocks, c'est-à-dire l'épargne financière, là, ça relève plus de Bercy et du ministère, bien évidemment, de l'économie. Parce que derrière, il y a les acteurs de la finance qui doivent, à mon avis, entrer en jeu, probablement le régulateur ou les régulateurs aussi, bien évidemment, qui doivent regarder ça pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêts dans la manière bien sûr, parce que j'entends ici les cris d'orfraie. Hein. On dira, oui, mais alors, si les banques et les assureurs commencent à faire de la formation, ils vont nous vendre leur... Non, c'est pas le sujet. Donc tout ça doit être bien évidemment suivi par les régulateurs, mais je pense que ce sont les mieux à même de faire, et il faut les imposer, parce que c'est aussi leur intérêt à eux d'orienter l'épargne. On a une épargne qui est magnifique en France, un taux d'épargne qui est très élevé, quantitativement parlant, mais qualitativement parlant, c'est un désastre. Il y a beaucoup trop de produits dits réglementés, de livrets réglementés, et pas assez d'actions. Pas assez de quoi? De financement de l'économie réelle, si tant est qu'on peut dire que le livret A ne finance pas l'économie réelle, mais pas assez de financement des entreprises, par exemple, ou de l'économie? Oui, pas assez de produits long terme, ça a été évoqué il y a un instant. Alors le pacte 2 essaie justement de modifier, on est en train de discuter, là, entre autres, à l'Assemblée, mais sur les textes, comment optimiser 4 ans après, comment voir comment s'est comporté le PER, comment il a été vendu, à qui, pour quelles raisons, et comment est-ce qu'on peut un peu optimiser ce produit. Pas simple, parce qu'on dit qu'on avait simplifié ce produit, mais là aussi, il faut dire qu'on a des produits d'épargne qui sont un petit peu complexes. Certaines personnes, leur appréhension peut être assez complexe. On dit que le PER, on l'a simplifié. Non, on a mis 4 produits en un, et puis on a fait des sous-produits qui en fait revient au même taux de complexification, mais de complexité, pardon. Mais donc là aussi, il y a un travail, et c'est un travail d'éducation et de pédagogie auprès du plus grand nombre. Et Éric Pinon, pour finir rapidement, alors il y a ce travail de pédagogie, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un travail de simplification des produits de la part de l'industrie financière? C'est possible? Totalement. Je crois qu'on essaye de faire des produits compliqués qui vont finir par peut-être répondre à des attentes de gens cultivés, mais faisons déjà, alors la grande phrase à l'autorité des marchés financiers, c'est les produits vanille. Alors j'ai jamais compris pourquoi le parfum vanille était meilleur que la fraise ou la framboise, mais indépendamment de ce détail, oui, il faut faire des produits simples. Le livret A est un produit simple, le produit de placement action est un produit simple. Mais par contre, si on commence à faire des produits complexes, si on commence à faire des produits réservés, parce que ce qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'une partie des produits intelligents et qui font de la performance, ils sont réservés à ce qu'on appelle de la clientèle considérés comme professionnels ou quasi professionnels, avec des minimums d'investissement de 100 000 euros. Mais c'est beaucoup d'argent. 1 million, c'était beaucoup, mais 100 000, c'est également beaucoup. Donc tous ces éléments-là vont, par rapport à la question posée, vers, pour nous, producteurs produits, sociétés de gestion, de faire des produits simples en permettant et aux clients finaux et aux clients intermédiaires que sont les distributeurs, réseau ou CGP-CIF, d'avoir des produits faciles à vendre, faciles à comprendre, parce que la clientèle qu'ils ont en face d'eux est malheureusement pas suffisamment éduquée et il va falloir qu'on y travaille encore plus dans les années à venir. Merci beaucoup Éric Pinon, président d'honneur de l'AFG. Merci Philippe Bruno, président du Cercle des fiscalistes. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et nous finissons donc avec la dernière partie de cette émission, l'œil du CGP, que l'on aurait également pu appeler l'œil de l'expert en investissement financier, ou l'experte en l'occurrence, puisque nous avons le plaisir d'être avec Caroline Delangle. Bonjour Caroline Delangle. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes responsable Cross Asset Solutions au sein de Fédéral Finance Gestion. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelles solutions d'investissement sont possibles dans ce contexte actuel. Alors c'est des questions qui reviennent régulièrement. Peut-être un focus sur une solution d'investissement que vous avez identifiée. C'est vrai que dans le contexte de marché, donc de hausse des taux, mais de marché action que l'on connaît actuellement, les produits structurés restent finalement une alternative viable aujourd'hui quand on veut réaliser des investissements, Caroline Delangle. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on peut dire, c'est vrai que 2023, je pense qu'on peut dire que 2023 a vraiment été l'année des produits structurés. Et on pense que 2024, ça va être encore le cas. Alors, pourquoi ? Évidemment, c'est lié, c'est corrélé directement à la hausse des taux, parce qu'un produit structuré, c'est quoi ? C'est 2 composantes, une composante obligataire et une composante optionnelle. Donc, plus les taux sont élevés, forcément, plus le disponible qu'on a pour acheter l'option est important.
Moi, si je retiens un chiffre, c'est 38 milliards d'euros. 38 milliards d'euros, en fait, c'est le volume en 2023 des produits structurés traités sur le marché français en offre publique. Donc, c'est comme une hausse de 17% par rapport à son niveau de 2022. Donc vraiment qui montre donc ça rentre dans les mœurs des investisseurs. Exactement, de cette classe d'actifs. Donc après, il y a trois constats qu'on peut faire. Aujourd'hui, on a de la chance de pouvoir voir un retour à la simplification, à la simplicité finalement des formules, de la structuration, parce qu'on n'a plus besoin d'aller chercher, développer une ingénierie pour générer du rendement. Ça, c'est le premier point. Ce qu'on a constaté aussi, c'est le grand retour du capital garanti. Ben, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis des années, le contexte de taux négatifs. Évidemment. Le deuxième point, c'est l'attractivité des produits de taux, ce qu'on appelle les structurés fixed income. Là, je prendrai un petit exemple, c'est par exemple tout ce qui est produit de pente, donc qui joue l'écartement entre les taux longs et les taux courts. Alors, on peut dire d'un point de vue macro, on rentre alors doucement dans un scénario de repentification de la courbe. Et ce qui est intéressant, c'est côté trading, donc finalement les traders qui pricent les options, cette courbe elle est encore inversée. D'accord. Donc c'est quoi ce qu'on retient, c'est qu'il y a des affaires à faire en fait sur ce marché-là parce que ce sont des options qui ne coûtent rien. Donc ce sont des véritables opportunités sur le primaire pour aller structurer des produits. Il faut le faire correctement, mais voilà. Et sur le secondaire aussi pour restructurer des produits existants qui ne délivrent plus aujourd'hui. Voilà. Et le dernier point, je ne peux pas parler structuré sans évoquer les fameux autocalls. Alors, les auditeurs connaissent très bien, produits structurés actions qui ont dravé le marché depuis des années. Et on pense que 2024, ça va être encore une belle année pour les autocalls. Pourquoi ? Un autocall se nourrit de deux paramètres, les taux et la volatilité. Alors les taux, vous allez me dire, on est quand même plutôt dans un scénario de baisse des taux. Même s'il y a un espoir. Après, on va quand même rester sur des niveaux qui vont rester acceptables pour de la structuration. Le point important, c'est la volatilité. Bon, on pense quand même 2024, on devrait retrouver de la volatilité sur les marchés actions. Donc ça va être un point qui aura un impact positif pour les autocalls qui pourront servir encore des rendements plus intéressants. Est-ce que les aspects extra-financiers ont un impact sur les produits structurés actions, par exemple ? Alors, oui, nous, chez Fédéral Finance Gestion, en tant que filiale d'Arkea, on est très sensibilisés, c'est dans notre ADN, donc on voit de plus en plus de ces enjeux financiers en fait, être intégrés aux produits structurés, ça c'est sûr. Et donc, on peut aujourd'hui combiner la performance d'un produit structuré avec l'intégration d'enjeux extra-financiers, donc dans la construction des indices sous-jacents, par exemple. Mais de façon plus large, en fait, ces enjeux extra-financiers, ils sont aussi importants au niveau de la gestion action. Simplement, hors produits structurés. Et là, je pense qu'il y a chez Fédéral Finance Gestion, on pense qu'il y a un véritable atout pour la gestion indicielle. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, donc, on a ces enjeux extra-financiers très importants, avec dans un contexte de renforcement aussi des critères des labellisateurs. On a vu le label ISR version 3 sortir récemment, avec un renforcement des critères. On a d'autres labels, comme le label belge, qui renforce ces critères. Et finalement, ça dit quoi ? Ça dit que pour la gestion, on va devoir faire preuve d'une gestion de plus en plus calibrée, précise, rigoureuse. Et ça, pour nous, c'est une véritable opportunité pour la gestion indicielle thématique de se développer. Merci beaucoup Caroline Delangle d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes responsable Cross Asset Solutions chez Fédéral Finance Gestion. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.